Hello à tous. Bon, on est parti, je te laisse démarrer mon slip. Alors, du coup, déjà merci à tous d'être là. On va vous parler un petit peu du BIM et toutes ses dimensions avec un petit teasing du coup de la 2D à la 7D. Je vais tout d'abord un petit peu vous parler de tout ce qui est enjeu du BIM et ses différents acteurs. Par la suite, alors il y a Adrien normalement qui devrait arriver d'ici peu avec Victor qui vont parler en fait de toutes les dimensions du BIM, à quoi ça correspond. Et tout simplement, la dernière partie qui va être présentée par Camille, ça sera sur une présentation de la maquette qu'on a faite, un peu notre projet phare au sein de la Comète, donc la cafétéria d'Extia en Ile-de-France à Sèvres. Camille va pouvoir vous présenter la maquette et également vous montrer comment on a pu implémenter du coup la 4D, un peu de 5D dedans pour voir de manière concrète à quoi ça correspond. Mais elle sera bien plus à même de vous en parler que moi. Hop, j'avance du coup pour commencer sur les enjeux du BIM et pourquoi s'orienter vers le BIM. Tout d'abord, c'est très simple, ça a été une volonté de l'État, de la France, avec le plan de transition du coup numérique du bâtiment en 2014. En fait, même pour être transparent, le BIM, du coup, la France ne l'a pas imposé dans beaucoup, dans quasiment en fait, même tous les autres pays, c'est imposé à présent. Et on est un des derniers pays où on l'a pas vraiment imposé. On a plutôt la France a plutôt été dans un rôle de facilitateur, plutôt d'aide, de support en fait sur l'accompagnement aux entreprises sur ce sujet-là. Mais Camille m'a dit que potentiellement ça allait être imposé d'ici peu. Enfin d'ici peu, pas d'ici peu, mais c'est en cours de réflexion. En tout cas, c'est naturellement ce qui est mis en place de plus en plus en France. Et du coup, quels sont les avantages? Les avantages du coup du BIM, pourquoi c'est mis en place? Il y a différents du coup avantages. Hem, c'est tout d'abord en fait un travail en collaboration. Je vous en parlais un petit peu juste après en termes de méthodologie de travail. C'est du coup une méthodologie en fait de travail collaboratif et grâce au BIM, ça vient, en tout cas, optimiser un petit peu tout ce qui est temps de production, temps de construction de bâtiments, ouvrages ou autres. Et ça permet en fait d'optimiser tout ce qui touche également aux quantités de matériaux nécessaires à un projet en question. Hem, En fait, finalement, le BIM, ça permet de faire une optimisation de tous les systèmes en fait dans un sens. Hem, pour le moment, c'est vrai que de manière globale, c'est pas vrai pour tout, hem, mais pour le moment, il est possible que sur la partie études, donc en amont, que ça prenne un peu plus de temps, mais en revanche, sur la partie, mise en œuvre, donc réalisation en phase travaux, il y a vraiment un gain de temps phénoménal, parce qu'en fait, le BIM permet d'anticiper, la plupart des problématiques qui vont pouvoir être rencontrées, du coup sur le terrain. Bien sûr, ça c'est pas avec une baguette magique que tout va pouvoir, tous les problèmes vont pouvoir sauter. Il y aura toujours des problématiques, sur le terrain par rapport au théorique, mais en tout cas, ça a enlevé beaucoup de problématiques de ce côté-là. Et du coup, un gain de temps phénoménal et c'est positif pour tout le monde, à la fois le client, l'entreprise du coup qui va réaliser les travaux et cetera. Parce qu'il y aura moins de retard sur les chantiers et cetera. Et ça sera, également, c'est, beaucoup plus facile également à réaliser, sur place avec des modélisations en 3D et tout ce qui est implémentation du coup de la 4D, 5D et cetera salut Alex. Pour la mise en œuvre du coup, pour la construction en tout cas de bâtiments ou d'ouvrages. Et également, ce qui est très important, c'est que ça s'arrête pas du coup uniquement à la réalisation de bâtiments lorsque c'est construit, c'est terminé. Pas du tout, en fait, ça va jusqu'à la maintenance du coup du bâtiment. Et là, du coup, je vais pas, trop en parler parce qu'Alex va en parler sur la partie, dimension du BIM. Donc c'est un petit teasing également. Alors, Jérôme, c'est quoi la 5D? On va y venir, juste après, ne t'en fais pas. Également, ce qui est important aussi, c'est que ça permet, dans l'état d'esprit, on va dire d'entreprises de plus en plus, on va dire écologiques, dans, l'énergie verte et cetera. Ça permet de prendre en compte, en tout cas, toutes les nouvelles normes, également en carbone et cetera, sur la construction de différents bâtiments, parce que c'est beaucoup plus facile de visualiser et d'anticiper, l'efficacité énergétique des bâtiments, avec le BIM, tout simplement.
Également le dernier point sur, on va dire, la méthodologie de travail. Donc j'en ai parlé, du coup, le BIM, c'est pas uniquement le fait de faire une démodélisation en 3D, c'est bien au-delà de ça, c'est une méthode de travail collaboratif. En fait, c'est une suite de processus ou méthodes de travail utilisées tout au long de la conception, de la construction et l'utilisation, du coup, la maintenance du coup d'un bâtiment ou d'un ouvrage. Et du coup, en fait, par la suite, il y a différents référentiels communs, hop, sur la méthodologie de travail. Du coup, en termes de référentiels, on va dire qu'il y a 3 documents qui vont conditionner la réussite en fait d'un projet en BIM. Notamment, tout d'abord, la charte BIM qui va traduire en fait les objectifs et les performances du coup attendues par le BIM. C'est généralement, du coup, comme l'a appris Tani, plutôt un contractuel, c'est un document plutôt contractuel. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle le cahier des charges BIM, qui va en fait, qui émane en fait de la charte BIM et qui définit en fait tout ce que souhaite le client, qu'on incorpore sur la maquette numérique. Donc, ça va être toutes les données incorporées dans une maquette, toutes les spécificités que le client souhaite qu'il fasse apparaître sur la maquette en question. Et la convention BIM, pour finir, ça permet en fait de savoir comment s'organise ce travail commun. Donc, les procédures, les rôles de chacun, les responsabilités, les échanges d'informations, etc. Voilà sur l'aspect méthodologie de travail. Et le dernier point, alors là, c'est très grossièrement, j'ai fait une petite analogie entre, comme on a beaucoup de personnes en IT à Extia, s'il y en a également présents aujourd'hui, bah, c'est top. On a essayé de vous mettre de manière très imagée une espèce d'analogie entre les projets BIM et projets IT pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre l'organisation globale au sein d'un projet. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ce qu'on appelle BIM manager principal, c'est ce qui est un petit peu un directeur de projet IT, donc il va gérer différents projets tout simplement. Après, il y a un BIM manager qui va être en fait le chef de projet d'une partie d'un projet spécifique. Le coordinateur BIM qui va être plutôt tout ce qui est responsable technique et le modeleur BIM qui peut, on va dire, un peu s'identifier à des développeurs, en tout cas sur un projet IT. Voilà un petit peu au global l'organisation et l'analogie entre les deux côtés, IT et BIM. Je vais laisser la main rapidement du coup aussi à Victor pour faire Yes, une bah petite merci, transition avant merci de, pour avant de laisser la la main à presse. Alexandre. Yes. Merci pour la presse, Cyprien. Et avant de laisser la main à Alexandre sur toute la partie dimension du BIM, peut-être un petit redit, hein, mais pour même ceux qui ont pu arriver en cours de route, hein, je pense qu'aujourd'hui le terme il est bien connu et ancré pour tout le monde et toute personne travaillant dans le secteur du bâtiment en tout cas. Mais le BIM ou l'acronyme de Building Information Modeling, ça définit vraiment l'ensemble des méthodes et des outils que Cyprien vient de vous présenter, utilisant vraiment cette partie digitalisation pour le développement et le fonctionnement de bâtiments ou d'infrastructures. Donc, il l'a bien indiqué, hein, que c'est les États-Unis qui ont été précurseurs de cette terminologie. C'était plutôt dans les années 80 et derrière, c'est plutôt dans les années 2000 où on a vu l'essor fulgurant, notamment avec le développement de logiciels grâce à Autodesk, hein, qui sont les plus connus, ou Bentley Systems ou Graphisoft. Maintenant, les acteurs sont très nombreux et l'invention globalement du BIM, elle se résulte pas qu'à une seule et unique personne, hein. C'est un essor de nouvelles technologies et la volonté finalement, comme on l'a, je pense, bien répété pendant ces différents événements de la comète, hein, de quitter le dessin 2D classique, traditionnel, et pousser les générations d'architectes et d'ingénieurs à créer de nouveaux outils pour évoluer sur de la 3D. Et on parlera des autres dimensions juste après. Mais le BIM désigne bien plus qu'un simple logiciel de dessin 3D. C'est vraiment une plateforme de données informatiques permettant de centraliser l'ensemble de ces données techniques de tous les corps d'état du bâtiment. Et les données paramétriques favorisent la collaboration forcément et sert de base de données pour le cycle de vie complet de l'objet. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer qu'on parle de modèle BIM qui peut être utilisé à des fins spécifiques prédéfinies, communément appelées cas d'utilisation, selon l'exigence des étapes du projet, la complexité du projet, des paramètres spécifiques peuvent être rajoutés, hein, globalement à ces différentes informations existantes contenues dans le BIM. Mais il faut savoir qu'il existe des dimensions qui améliorent ces données, hein, associées à un modèle pour partager un plus grand niveau de compréhension d'un projet de construction. Et c'est là qu'on va parler
entre guillemets, à l'ère moderne, hein, de technologies BIM qui font évoluer des dimensions 3D, 4D de base, hein, vers des dimensions 5D, 6D, 7D plus sophistiquées, qui sont sur le point de changer l'avenir de l'industrie globalement. Donc la 3D, on parle de la partie géométrie, la 4D plutôt sur cette partie dimension, durée, chronologie, planification, phasage, comme on peut en parler. La 5D, on parle plutôt de l'estimation des coûts, l'analyse et le suivi budgétaire. Sur la partie 6D, c'est ce qu'on appelle le BIM sixième dimension, rendre une structure autosuffisante et économe en énergie. Et la partie 7D, donc la septième dimension, qui est vraiment l'information de gestion globale des installations pour l'ensemble du cycle de vie. Donc là, on parle vraiment de cette partie un peu plus maintenance, exploitation. Mais je vais laisser Alexandre rentrer dans le détail de tout ça. C'était juste pour vous faire une petite présentation de ces différentes dimensions et de ces différents éléments au sein du BIM au global. Je te laisse présenter tout ça, Alex. Merci, Victor. Bon, comme pour reprendre ce qu'a dit Cyprien et Victor, le BIM, c'est gérer et générer de l'information. L'utilité du BIM, c'est qu'avant, avant de commencer dans toutes les explications, c'est qu'un élément, il devait avoir son plan, à côté sa partie, ses données techniques, à côté ses coûts, de l'autre côté son entretien, comment se comporterait dans le temps, etc. Le problème, c'est qu'on avait 5-6 documents différents pour un élément. Et au bout d'un moment, quand vous faites une tour, la quantité est titanesque. Mais par la suite, c'est que le principe du BIM est de tout rassembler et de tout centraliser, comme on disait, dans une maquette. Au départ, nous avons les données 2D et 3D. Donc les 2D qui participent à une invention aboutie, mais la 3D, ça participe à être plus abouti. On visualise mieux le bâtiment. Ça facilite aussi l'accès à certaines informations techniques. Et de plus, ça centralise les sources d'informations de multiples acteurs. Donc déjà, on gagne du temps. Pas sur la partie conception, mais sur la partie mise en œuvre. La partie 4D, 5D sont les planifications et les données économiques. C'est-à-dire, c'est que grâce au programme et au BIM que nous avons à l'heure actuelle, vous pouvez voir dans le temps toute la conception du bâtiment, de comment il sera monté jusqu'au 7e étage. Vous pouvez savoir chaque étape de construction. Plutôt qu'il soit sur format papier, il sera sur format numérique et intégré directement à la maquette. Vous n'aurez plus besoin d'ouvrir 5-6 documents pour comprendre le planning. Pareil pour les coûts, quand vous cliquez, ce que Camille vous montrera tout à l'heure via Maquette Tacafette, quand vous cliquez sur un élément, vous pouvez voir combien il coûtera, quand est-ce qu'il sera censé être conçu. Donc tout ça, ça permet d'apporter un support de réflexion autour de cette gestion, que ce soit des coûts ou de la planification, et d'optimiser des procédés de construction ou même d'en inventer de nouvelles. Et par la même occasion, de prévenir les dangers du chantier. Parce qu'avant, sur certains trucs, on n'avait pas de sécurité, mais maintenant, on peut en avoir une. Pour la partie 6D, à l'heure actuelle, c'est encore tout nouveau, mais c'est pour les données relatives au développement durable. C'est savoir comment le bâtiment va se comporter vis-à-vis des tempêtes. Enfin, des tempêtes veut dire du temps. Donc, ça optimise aussi sa consommation énergétique, ses études énergétiques, autant pour moi, pour savoir si, à l'heure actuelle, on parle beaucoup d'écologie, donc savoir si le bâtiment sera écolo, sera pas écolo, etc. On parle aussi de l'impact environnemental, car certains bâtiments que vous pouvez retrouver à la Défense, même à l'heure actuelle, créent certains phénomènes venturi. Les tours étant très proches, certaines tours étant très proches, ça crée un phénomène de vent, et ça, malheureusement, ils ne l'avaient pas vu avant. Mais via la 6D pour les données relatives et le développement, nous pouvons anticiper ce genre de phénomène. Comme vous avez dû en entendre parler récemment, il y a une tour qui a été conçue en Angleterre, si mes souvenirs sont bons, et elle a un effet de réflexion de la lumière qui fait que tout ce qui passe devant cette tour fond, littéralement. Elle concentre les rayons du soleil en un point. Et ça, personne ne l'avait anticipé. Pour la 7D, ce sont les données, comme le dit Vector, d'exploitation de la maintenance de l'ouvrage. C'est-à-dire que quand on avait un escalator qui tombait en panne, donc il y a le temps d'isoler l'escalator, et une équipe de maintenance est envoyée, mais il devait chercher d'où provenait la panne. Comme dans une voiture, avant de réparer, il faut trouver la panne.
Mais maintenant, il y aura des capteurs intégrés à ces appareils qui, eux, directement, quand ils détectent la panne, l'envoient immédiatement dans la maquette qui est centralisée et au service de maintenance, il le dit, la panne est à cet endroit précis. Donc, nous pouvons intervenir plus rapidement pour réparer la panne. Et maintenant qu'il n'y a plus nécessairement aussi ce système de recherche, il sera beaucoup mieux géré, ça réduit les frais de maintenance. Ça optimise les coûts et c'est plus rapide. Donc, tout est optimisé en fait, via la 5D, la 6D, la 7D. Tout s'optimise. Ça réduit en partie les coûts et ça augmente les cadences. Donc, voilà. Donc, sur tout ça, Camille va vous faire une démonstration via Maquette Takafet pour vous montrer ce qu'on peut gérer. Toutes les informations qui sont concentrées dans les maquettes. À toi, Camille. En effet, donc maintenant je vais vous partager mon écran. Hop. Je lance le partage pour vous montrer donc du coup la maquette dans sa globalité. Donc on avait déjà fait des premiers meet-up où on l'avait présenté. Donc là je vais faire un éventuel petit rewind de comment on l'a fait. Donc en gros on avait constitué une petite équipe pour le projet avec un manager qui était Adrien Pierson. On avait un coordinateur qui s'occupait également de la partie MEP qui donc était Mehdi. Alexandre s'occupait de la partie aménagement du projet et moi je me suis occupée de la partie structure GC de la CAFET. Donc ça a été divisé en 3 maquettes, donc une maquette structure, une maquette MEP et une maquette aménagement. Donc là, ce que je vous présente, du coup, c'est ce qu'il en est sorti après cette modélisation et on se situe dans la dimension 3D, vu qu'on n'a pas un résultat juste en 2D sur un plan, on a également la dimension de hauteur. Donc de là, vraiment 3D. Pour ce meet-up-là, j'ai récupéré toutes ces maquettes et je me suis amusée à faire, pour arriver à la 4D, un petit phasage. Donc ce petit phasage, on l'a divisé assez simplement, on a fait en 4-5 phases. Donc la première phase, ça a été la réalisation du sol, tout bêtement, parce que sinon il n'y a rien qui peut se reposer dessus. Ensuite, on a réalisé toute la structure porteuse extérieure et les poteaux porteurs intérieurs, donc les murs et les poteaux porteurs, tout bêtement. Ensuite, on a phasé les cloisons et les murs, les cloisons en verre, pour qu'ensuite le MEP puisse venir s'installer et pouvoir positionner ces différents éléments. Et enfin, la dernière phase, toute la partie aménagement. Donc du coup, avec ce phasage-là, on a une temporalité dans les objets. Chaque objet, on sait qu'on a l'information de ils vont être créés en telle phase et éventuellement démolis. S'ils ont ultérieurement besoin d'être démolis, on peut leur indiquer une phase de démolition. Après, l'organisation du phasage, le découpage, on aura très bien pu mettre autant de phases qu'il y a d'objets. Après, ça devient un peu plus lourd et le logiciel a tout de même ses capacités également. Pour ensuite arriver à la partie 5D, je me suis amusée sur la partie, principalement la partie structure, à faire des nomenclatures, donc notamment des nomenclatures de coûts. Donc, c'est-à-dire que dans chaque élément, je leur ai indiqué un coût, un coût unitaire, donc au mètre carré ou par mètre linéaire ou par objet, notamment pour les fenêtres, c'est un prix, on va donner le prix de la fenêtre. Et ainsi, avec un tableau de nomenclature que j'ai créé, on peut avoir du coup le coût total. Et ces tableaux de nomenclature, on peut leur donner on peut en faire un peu ce qu'on veut et leur donner l'affichage qu'on veut. Parce que là, j'ai fait par exemple afficher pour les murs tout le détail de chaque mur, mais je pourrais très bien condenser par type de mur, par exemple. Pareil pour les fenêtres.
Là, pour les fenêtres, par exemple, on avait modélisé qu'un seul type de fenêtre et du coup, je vais faire un tableau de nomenclature qui condense le prix total de toutes les fenêtres. On voit qu'il y a 17 fenêtres de tel type. Le prix unitaire est, j'ai indiqué 845, ce qui me fait au total un coût de 14 365 € pour toutes les fenêtres. Donc, je me suis amusée à faire ça pour les portes et également pour les poteaux. Et donc, du coup, avec toutes ces informations-là, on arrivé jusqu'à la dimension 5D du projet. On peut retrouver ces informations-là dans les paramètres de l'objet. Alors là, par exemple, le coût, on ne le voit pas parce que c'est un paramètre de type. Donc, on le retrouvera dans le type. Donc, voilà pour ma partie, la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a eu Jérôme qui demandait c'était quoi la 5D, mais bon. La 5D, c'est pas la planification, ça c'est la 4D. La 5D, c'est le coût. Ouais, et au-delà du coût, je me permets juste de compléter, hein, c'est l'estimation des coûts qui peuvent être faits via l'analyse budgétaire et une estimation de coût qui peut être nécessaire dès le début d'un projet. Savoir que le coût, c'est quand même l'un des éléments les plus importants associés à un projet de bâtiment, d'immobilier, hein, et du coup, cette partie 5e dimension du BIM, elle permet aux promoteurs, aux propriétaires de projets d'analyser directement les coûts qui seront encourus au fil du temps dans les activités du projet et de pouvoir mieux anticiper différents aléas, hein. Donc, les avantages du BIM en 5D qu'on a pu mettre en lumière, hein, c'est vraiment la visualisation de ces coûts en temps réel, avec notification des changements de coûts si on a un changement qui intervient directement sur la maquette, la partie comptage automatique des composants, systèmes, équipements associés à un projet, ou l'évolution du matériel si on veut mettre des qualités un peu plus chères qui pourront avoir des meilleures propriétés, on va dire, environnementales globalement. L'analyse de ces coûts et l'analyse budgétaire simplifiée avec toutes les dépenses prévues et réelles au fil du temps et la minimisation des retombées budgétaires au global sur les coûts de l'opération. Donc, c'est vraiment effectivement, notamment dans Revit ou dans la plupart des logiciels de modélisation, on peut ajouter tout un tas de paramètres qui nous donnent tout un tas d'informations et à partir duquel on peut faire tout un tas de tableaux de nomenclature qui nous permettent d'extraire ces informations-là. Mais après, c'est à nous aussi de donner des limites parce que les logiciels, ils ne sont pas non plus infaillibles et on peut assez rapidement arriver au maximum de leur capacité. C'est pour ça que dans tout ce que j'ai dit de la 4D, de la 2D jusqu'à la 7D, c'est plusieurs spécialités. Une personne normale pourrait aller jusqu'à intégrer la 5D, mais à partir de la 6D, c'est un métier à part directement. C'est quelqu'un qui viendra récupérer notre maquette pour faire ses études sur le développement durable. Donc tout ça, ça représente plusieurs corps de métiers différents. C'est toujours des modeleurs BIM ou des coordinateurs ou autres, mais spécialisés. Comme là, la 7D, c'est aussi une spécialité pour gérer ce système. Donc c'est aussi de nouveaux métiers qui sont également créés. Donc toutes ces données peuvent être réutilisées assez facilement. Si quelqu'un va dans la maquette, il peut savoir pour les existants, quand est-ce que ça a été conçu, à quelle date, fait par qui, etc. On peut rajouter autant de données qu'on en souhaite. Mais comme le dit Camille, au bout d'un moment, autant de données, nos capacités techniques actuelles et informatiques sont pas à la hauteur pour l'instant. Et puis après, ça se développe. Et après, il faut que nous aussi, on soit capable de la gérer parce que le logiciel, il ne fait pas, enfin, il ne gère pas tout seul. Après, il y a notamment le coordinateur BIM. Lui, son rôle, et les ingénieurs, nos rôles, c'est de vérifier que voilà, l'information, elle est bien présente dans l'objet et elle est bien correcte. Alors, imaginez que dans un objet, on a 15 paramètres et que cet objet, il se retrouve 1000 fois dans la maquette, c'est-à-dire qu'on a 15 000 attributs à vérifier que ce soit le bon attribut au bon paramètre. Donc, il y a aussi un gros travail derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir aller à l'essentiel dans ces paramètres.
Il y a eu une question, mais je n'ai pas le nom de la personne. Oui, je vois, il y a Youssouf qui nous Voilà. demande. Salut Youssouf. Voilà, Je vois très les bien qui c'est. puits sont alimentés manuellement. Non, personnellement, pour cet exercice-là, je l'ai rentré manuellement à la main. Mais après, on peut très bien aussi récupérer des objets BIM du fabricant qui aura déjà implémenté ces informations-là dans l'objet. Donc, on peut avoir les deux cas. Après, tout dépend aussi de l'information qui va être transmise, parce qu'il y a des informations sensibles, donc que les fournisseurs ne donneront pas forcément comme ça. Donc, mais actuellement, la plupart du temps, c'est ce type d'information de coût, c'est plutôt à rentrer à la main, selon moi. Il y a une autre question qui vient d'arriver. Tout est fourni par les fournisseurs qui ont une bibliothèque qui intègre dans les paramètres de type les données coûts, les informations thermiques ou autres, qui seront exploitées plus tard. Pareil, ça dépend parce que pareil, tous les fournisseurs sont encore en train de créer leur propre bibliothèque. Donc après, ça dépend de jusqu'à quel niveau de développement est leur bibliothèque. Il y a encore des entreprises qui n'ont pas débuté le BIM. C'est encore de développement. Mais nous avons dans certains de nos projets des fournisseurs qui ont déjà commencé à créer leur bibliothèque, à mettre leur système de conception dans du BIM. On crée des objets avec tous les paramètres qu'ils jugent utiles de mettre pour que nous, par derrière, on soit directement renseignés. Bien sûr, ils nous fournissent aussi une notice technique, puisque l'information il ne met pas tout le temps sur les principes de montage, par exemple. Mais ça se développe de plus en plus en fonction des entreprises. Et puis même, parfois, dans certains objets, la notice technique est carrément implémentée dans l'objet. Il y aura un paramètre qui renvoie un lien vers la notice technique. En tout cas, de toute façon, c'est le but du jeu du BIM. C'est vraiment ce travail en collaboration entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, tous les fournisseurs, tous les corps d'État, en fait, qui vont être amenés à travailler au sein de ce projet de construction, d'immeubles, de maisons ou autres, pour que chacun puisse intégrer sa propre bibliothèque, ses propres informations en fonction de son corps de métier, quoi. Qu'en est-il des logiciels comme AutoCAD, Canido qu'il faut déjà voir? Ils ne sont pas nécessairement obsolètes. Pour la simple et bonne raison que chaque programme a sa spécificité, que ce soit Autodesk ou d'autres, comme Camille utilise MicroStation, qui est un autre logiciel, etc. Ils ne sont pas obligatoirement obsolètes. Tout dépend de l'usage qu'on veut en faire, principalement. Il y en a, ils veulent rester que sur de la 2D, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons encore des personnes qui sont vieux jeux, qui préfèrent checker des plans papier 2D, donc on utilise encore, on fait des impressions 2D pour passer sur des validations, plutôt que ça reste en numérique. Mais comme les plans 2D sont extraits de la maquette, si les plans 2D sont validés par l'ingénieur qui préfère vérifier sur plan 2D, du coup, la maquette, elle, est validée et par conséquent validée. Mais vous avez une multitude de logiciels qui gèrent différents aspects. Il y a des logiciels spécialisés dans la planification où vous pouvez intégrer la maquette pour planifier vos projets. Comme il y a des programmes où ils sont spécialisés dans le coût, vous pouvez planifier tous vos coûts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Mouloud, Bitabim est une extension BIM gratuite. Il existe énormément d'extensions, pas BIM au sens propre, mais pour les programmes liés au BIM, comme Revit, etc., il existe des extensions françaises, américaines, allemandes, pour des tâches spécifiques également. Sur Revit, il doit exister, par exemple, plus d'une cinquantaine d'extensions différentes, enfin d'add-ons différents pour pallier au BIM. Et pour l'intranet, nous avons BIM Tracker, le BIM 360, Trimble, beaucoup de programmes qui gèrent les principes d'échange sur Internet. Et après, le choix, il va se porter sur qu'est-ce qu'on veut vraiment tirer de la maquette. Parce que
que ce soit sur Revit, AutoCAD ou d'autres logiciels tels que Archicad, il y a 50 000 manières de pouvoir arriver à un seul et même résultat. Le fait qu'on va choisir telle manière plutôt qu'une autre, ça va être qu'est-ce qu'on va vouloir en tirer de cette maquette. Merci beaucoup à tous. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous et à l'année prochaine.